Alors, bonsoir. Je m'appelle Yohann Arifin. J'enseigne les relations internationales à la faculté des SSP et un de mes domaines de spécialisation, c'est la politique environnementale internationale. Je voudrais remercier notre conseiller aux études, Gianluca, de m'avoir invité très aimablement à modérer ce débat. Bien évidemment, la thématique m'intéressait et je suis ravi d'être ici présent parmi vous. Merci beaucoup, Florian, aussi, pour ton excellent et très stimulant exposé. Alors, juste, mais très très brièvement, quelques chiffres que vous connaissez peut-être, mais je pense qu'il n'est pas inutile de les rappeler. On situe le réchauffement de la planète sur la base du dernier rapport d'évaluation du GIEC à plus 0,8 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Il faut savoir que ceci varie de région en région. Par exemple, pour ce qui concerne la Suisse, dont tu as traversé une partie des Alpes, le réchauffement se situe à ce jour à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc ce sont quand même des chiffres qui sont assez alarmants. Et face à cette situation, vous savez que en ce moment, parmi les deux régimes internationaux qui étaient censés réduire les émissions globales de gaz à effet de serre, l'un d'entre eux est caduque. On est dans une situation de vide juridique. C'est le régime de Kyoto durant sa deuxième phase. Et l'autre, l'accord de Paris, entrera donc en force d'ici à 2020. Et cet accord de Paris s'est donné pour objectif de limiter l'augmentation de la température moyenne à moins de 2 degrés d'ici à 2050, et en se fondant principalement sur des contributions déterminées au niveau national par les États. Le problème, c'est que pour le moment, lorsque on additionne les efforts que les États s'engagent à réaliser dans le cadre de leurs contributions déterminées, le PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, prévoit que ces contributions nationales sont cohérentes avec un réchauffement avoisinant 3 degrés d'ici à 2050. Donc on est assez loin de l'objectif qui avait été assigné dans le cadre de l'accord de Paris aux parties. Mais bon, il faudra bien évidemment attendre le bilan global qui sera effectué dans le cadre de l'accord de Paris d'ici à 2023. Donc il y a toute une série de sources de blocage. J'imagine que vous savez que ces blocages sont des blocages d'ordre politique, ce sont des blocages d'ordre socio-économique. On sait qui sont les tortues de la diplomatie climatique, à savoir principalement les gros émetteurs de gaz à effet de serre. Et nous savons que ces gros émetteurs sont aussi sous l'influence d'un certain nombre de lobbies puissants. Alors ces blocages, nous les connaissons, nous les politologues, nous les étudiants. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans le récit de Florian, c'est que nous n'étudions pas d'autres sources de blocage qui sont précisément adressées par notre conférencier. Je me souviens qu'il y a quelques années, il y a 15 ans, lorsque je commençais à enseigner la politique environnementale internationale, et je ne crois pas que tu as assisté à mon cours, que tu as suivi mon cours, ce cours a été très exotique. C'est-à-dire que beaucoup de personnes se posaient la question de savoir pourquoi, diable, on s'occuperait en relations internationales de politique environnementale, cela relevait de la basse politique. Depuis, bien évidemment, en 15 ans, beaucoup de choses ont changé. Et si beaucoup de choses ont changé, c'est d'abord parce qu'il y a une expertise scientifique qui a été instituée, certes encore controversée par des climato-sceptiques, mais qui a été instituée à l'échelle internationale. C'est l'expertise de l'IPCC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, qui est parvenu à instaurer une espèce de consensus scientifique sur le fait que réchauffement climatique il y avait bien évidemment,
mais que ce réchauffement climatique était principalement attribuable à des activités anthropiques, c'est-à-dire des activités humaines. Nonobstant, malgré donc, cette expertise scientifique, vous le savez, les climato-sceptiques s'agitent encore aujourd'hui. Et deux sources de blocage pour qu'on avance un petit peu en termes de politique climatique s'y opposent. La première source de blocage, je me souviens qu'un conférencier il y a longtemps l'avait soulevé, c'est que le changement climatique, au fond, il n'est pas très visible. Alors certes, il peut être visible aujourd'hui à nos yeux, parce que si on va visiter le glacier d'Aletsch, parce qu'on s'aperçoit qu'il a bien reculé de quelques centaines de mètres au regard de photos plus anciennes, mais il n'est pas forcément visible au quotidien. Il est rendu visible par des modélisations, par des graphiques qui sont fournis par le GIEC, mais il n'est pas forcément visible à tous les acteurs concernés. Or, une initiative comme la tienne permet de rendre visible les impacts des changements climatiques, et ça, c'est tout à fait louable. Une deuxième source de blocage, c'est que, en tout cas dans mon domaine, en sciences politiques, sans doute pas dans d'autres disciplines abordées dans notre faculté, comme la sociologie ou l'anthropologie, on n'examine pas suffisamment, il me semble, l'expérience des collectivités, des sociétés qui sont directement impactées par les changements climatiques. Or, ton périple t'a permis de voir certains de ces acteurs, de t'entretenir avec eux, que ce soit des pompiers, des forestiers, des agriculteurs, mais aussi des scientifiques. Donc tout cela est très bien, tout cela est bienvenu, et je te félicite pour cette initiative. Maintenant, pour lancer le débat, et avant, donc, parce que je suis modérateur, et avant de passer la parole à la salle, parce que j'imagine que vous avez des questions à poser à Florian, je voudrais en poser une à chacun de nos intervenants. Et ma première question s'adressera à Sophie Soiton, qui enseigne notamment la philosophie économique à la faculté des géosciences. C'est que, voilà, Florian s'est entretenu avec ces différents acteurs impactés par les changements climatiques. Or, ces différents acteurs ne s'entretiennent pas forcément entre eux. Et si on les faisait s'entretenir entre eux, qu'est-ce qu'il pourrait en résulter, à ton avis, en termes de changement de pratique? Merci beaucoup pour ta conférence, Florian, et puis pour la modération et l'invitation ce soir. Alors, dans la question que tu poses, Johan, effectivement, je crois que c'est la clé. C'est la clé de penser pluralité d'acteurs. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le reportage, c'est qu'on ne part pas d'un discours scientifique sur le réchauffement climatique qui peut braquer parmi les nombreux blocages que tu soulignais. On ne parle pas de politique, on ne parle pas d'un discours normatif sur ce qu'il conviendrait de faire, mais on part des territoires, des acteurs, et on rend visible l'invisible normalement, avec des exemples très concrets de problèmes de truites, de problèmes de forêts qui brûlent, avec des images donc, qui donnent à voir effectivement ce réchauffement. Et peut-être que l'une des clés, c'est d'éviter le raisonnement en silo qu'on a toujours eu jusqu'ici, que ce soit parmi même, je dirais, les thématiques que représentent ces différents acteurs, qui soit de demander au monde économique de donner des solutions, qui soit de demander alors aux politiques, avec des rangers peut-être un peu compliqué aussi, avec au monde associatif. Et donc là, ce que je trouve de très intéressant et que je relève comme une clé, c'est de mettre ensemble des acteurs qui ont en partage un territoire. Et un partage, en principe, une affection pour le territoire, et donc de pouvoir spécifier quels sont les communs du territoire, quelles sont les ressources naturelles à protéger, en forêt, justement, en eau,
en poissons, en espèces animales, en culture, en patrimoine artistique. Et que ces acteurs assis autour d'une table, indépendamment de leur horizon, de leur parcours, de leur affiliation politique, vont pouvoir apporter une expertise, un œil qui ne soit pas réservé aux seuls experts, de ceux qui savent, mais vont pouvoir témoigner de leur parcours, de leurs actions, de leur volonté, de leur savoir, ce qui remet aussi en question cette idée de savoir uniquement réservé à des experts, pour réfléchir donc à ces communs à protéger. Et puis, dans ce que tu as relevé aussi, j'ai beaucoup aimé le terme de résilience, de modèle et de nouveaux paradigmes économiques. C'est-à-dire qu'en laissant peut-être faire les acteurs une voie qui n'a pas été explorée, comment est-ce qu'on arrive à faire émerger de nouvelles solutions auxquelles on n'aurait pas pensé, qui pourront peut-être permettre de déverrouiller certains blocages, parce que l'approche, elle est un petit peu, elle contourne. On ne va pas faire du frontal, mais on les met autour de l'amour qu'ils partagent pour un territoire. Et ça, en tout cas, moi, c'est comme ça qu'on travaille en ce moment en recherche-action. Alors, donc, attention, ça ne veut pas dire que c'est la solution miracle, mais en tout cas, c'est celle qui permet par tâtonnement, sans un savoir imposant, de faire émerger en tout cas des nouveaux indicateurs. On parle beaucoup d'impact climatique, on parle beaucoup de politique publique, mais peut-être qu'aussi il serait temps d'avoir une vision un peu plus à la fois macro, mais en laissant la parole aux acteurs, de réfléchir à des mesures concrètes. C'est quoi l'impact? Ça veut dire quoi l'adaptation pour nous sur notre territoire? Concrètement, nous acteurs, qui fait quoi? Comment ils font? De quoi est-ce qu'ils ont besoin? Quels seraient les leviers politiques? De quoi est-ce qu'ils auraient besoin? Et peut-être que ça émerge de manière bottom-up, en bon français, et non pas simplement top-down. Et ça, je pense que c'est une des clés pour penser aujourd'hui les actions de résilience, que ce soit au niveau des modèles économiques, au niveau des modèles politiques et au niveau de ce qui peut se jouer à une dimension territoriale. Des projets par les acteurs, pour les ressources de leur territoire. D'accord, merci Sophie. Alors maintenant, j'ai une question pour Christian, qui, entre autres, s'intéresse à l'examen ou à l'analyse des mentalités dans le domaine de la durabilité. En dépit d'initiatives de ce type, nous avons aux États-Unis un président qui a tweeté il n'y a pas si longtemps, cette année, « The whole climate crisis is not only fake news, it's fake science ». Donc on sait que à ce jour, celui qui préside aux destinées des États-Unis, deuxième émetteur mondial, se dit officiellement et sans problème apparemment climato-sceptique. Alors, avec des initiatives de ce type qui s'intéressent, en tout cas dans ta présentation, pour l'essentiel aux politiques d'adaptation des collectivités face au changement climatique, est-ce que ça sera suffisant, à ton avis, Christian, pour mettre le doigt sur la situation critique dans laquelle on se trouve, sachant que c'est dans la situation critique que éventuellement des ajustements de nos structures à la fois subjectives et objectives peuvent se réaliser? Oui. Vaste oui, question. Merci de délimiter ainsi la problématique. Ça fait du bien. Alors, moi, j'ai envie de, un peu en complément de ce que Sophie vient de nous dire, elle sera sûrement d'accord, de prendre évidemment également la défense du top-down, hein, puisque tu n'as pas opposé le bottom-up au top-down, c'est clair. Je pense que ce qui serait intéressant, je ne sais pas comment Florian voit cette chose-là, c'est de pouvoir faire le lien entre les expériences locales, la manière dont les acteurs les vivent, s'y adaptent, hein, et les savoirs scientifiques macro, voire planétaires. C'est-à-dire, je pense que les scientifiques eux-mêmes devraient... en gros, ouvrir beaucoup plus leur bouche, encore qu'ils ne le font. S'engager beaucoup plus dans le sens où ils devraient servir de relais vers le haut des expériences des acteurs et en même temps de relais vers le bas des savoirs scientifiques. Une des raisons étant que
un territoire qui est touché par du changement climatique, frappé même, voire affecté, n'est pas nécessairement, et très souvent pas d'ailleurs, l'émetteur du CO2 en question. Il y a des questions de régulation globale qui, qu'on le veuille ou non, se posent. On n'aime pas il y a des pays dans lesquels on n'aime pas la réglementation et la régulation. Ça, c'est un problème, c'est le plus grave problème. Je veux dire, quand tu as dit à raison, aux États-Unis, dès qu'on parle de politique climatique, on se heurte tout de suite à une polarisation gauche-droite, démocrate, républicain, libertarien, etc., où toute régulation est appelée socialisme, communisme, etc. On est arrivé à un degré d'ignorance et je dirais vraiment de bêtise telle que là, on a le résultat, pour moi, je parle là pour les États-Unis, hein, de 50 ans de politique délibérée, de destruction des institutions d'éducation de base. Pas les universités qui sont parmi les meilleures du monde, mais l'école, le débat public, enfin, la qualité du débat public est absolument désastreuse. Ça, encore chez nous, ici en Europe et en Suisse, on a la chance que ce ne soit pas le cas. Je pense que là-dessus, il faut tenir bon. Parce qu'effectivement, les acteurs, c'est eux qui vont porter les initiatives et les innovations, etc. Ils doivent quand même être soutenus par un discours scientifique qui arrive à diagnostiquer les vraies raisons des mécanismes en cause, qui doit pouvoir statuer aussi sur la justice environnementale. Hein. Les populations sont d'autant moins enclines à entendre la nécessité d'un changement qu'elles sont déjà opprimées économiquement, etc. Donc il faut qu'il y ait des économistes, des climatologues, etc., qui doivent absolument s'allier. On est beaucoup trop tiède, je pense, sur les cris d'alarme que l'on pousse. Pourtant, il y en a, mais il y en a encore beaucoup trop peu. Il faut peut-être trouver les bonnes manières de les exprimer, mais je pense qu'on est encore trop peu actifs là-dedans, notamment parce qu'on a peur. Hein. On a peur en tant que scientifique souvent d'être, je pense, hein, je ne sais pas, il faudrait que les scientifiques qui sont là se prononcent aussi, mais on a souvent peur d'être taxé de trop alarmiste, allant trop loin, alors que les savoirs sont quand même beaucoup plus incertains qu'on ne le dit, etc. Et c'est vrai que c'est une chose à gérer et qui est très compliquée, l'interface entre le politique et le scientifique. D'où, je réponds un peu longuement, mais comme tu as largement ouvert la problématique, je ne peux pas non plus... D'où le rôle, à mon sens, absolument crucial. On vient de sortir dans le temps, Sophie l'a signé, je l'ai signé, je ne sais pas, Johan, toi aussi, je ne sais plus. Où j'ai signé un certain nombre de choses. Le soutien à Extinction Rebellion. Ah, je le ferai. Oui. Enfin, voilà. Et je dis ça parce que c'est un des exemples parmi d'autres, mais la nécessité d'un mouvement effectivement non violent, politique mais pas partisan, donc basé sur la science, cette nécessité, elle est absolue. C'est-à-dire, c'est très bien, à mon sens, ça c'est purement personnel et off the record, puisqu'on est entre nous, que, par exemple, les partis écologistes aient avancé dans la répartition des sièges, c'est très bien. Et je pense que s'il n'y a pas un relais au niveau des mouvements associatifs, et plus que ça, des mouvements militants sur un mode qui est celui de Greta Thunberg, qui est celui d'Extinction Rebellion, qui est celui qui est en train de se chercher maintenant, il va manquer un échelon. Donc, en fait, il y a acteurs territoriaux, effectivement, scientifiques et mouvements militants nouveaux. Effectivement, les politiques ne vont pas écouter avant que tout ça ait pris une forme nouvelle et relativement véhémente, je dirais. Et trouver la bonne forme de véhémence, alors ça, on n'a pas encore... on cherche. Parce que y a véhémence et véhémence. Après, on est écouté ou pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être véhément en étant audible pour du politique qui a peur de nous écouter? C'est une question de sciences sociales, c'est une question de sciences humaines, c'est une question de psychologie sociale et de psychologie politique. Moi, je n'ai pas de réponse, mais je pense que c'est à cette interface très complexe qu'on se situe, à mon avis.
Florian, est-ce que tu veux réagir? Sinon, j'ai une question à te poser aussi. Peut-être une petite réaction. Je suis tout à fait d'accord que pendant les 12 mois passés, on a évidemment vu comment la mobilisation de masse peut vraiment avoir des effets très, très, très concrets. Et par rapport à la liaison entre le bottom-up et le top-down, dans mon expérience professionnelle, donc pas en tant que cycliste ou pseudo-cycliste, ce que j'ai rencontré surtout au World Economic Forum, mais aussi dans d'autres institutions, c'est que il y avait, sur les 10 années passées depuis Copenhague, où en gros, il y avait l'ONU et puis il y avait le secteur privé, et puis les deux, ils ne parlaient pas ensemble. Alors, à l'époque, en 2009, au sommet à Copenhague, le secteur privé, en gros, leurs événements étaient complètement à l'autre bout de Copenhague. Donc, il n'y avait pas de possibilité pour vraiment avoir des séances avec les chefs d'entreprise et la société civile et les politiciens. Aujourd'hui, on est dans un paradigme très différent, j'ai l'impression, où il y a une multiplication de coalitions publiques-privées, il y a une gouvernance informelle qui pose aussi de nouvelles questions, mais ça... ce type de dialogue public-privé multi-acteurs, c'est un des moyens aussi pour relier le bottom-up et puis le top-down. Et puis, ce n'est pas le silver bullet, mais c'est une des manières. Ce n'est pas la solution miracle, mais c'est une des solutions qu'on a. Et puis, évidemment, il faut essayer il faut s'engager à différents niveaux et puis il n'y a pas seulement une solution miracle. Voilà, il faut agir à divers niveaux. Ouais. Oui, Sophie. Et puis quand je dis au sens générique actrice-acteur, c'est pas simplement, souvent on a tendance à penser que c'est ceux qui font, que c'est juste les entrepreneuses ou des entrepreneurs. Non, pour moi les politiques sont des parties prenantes à part entière. Le monde associatif, les militants. Et quand on parle de mettre ensemble les acteurs, ça ne veut pas dire exclure le politique, mais faire en sorte que dans ces nouveaux modèles économiques qui émergent, et que moi personnellement dans mes recherches, qu'on expérimente, en les faisant signer des conventions, en faisant de l'observation-participation, on voit que ça marche à condition exclusivement qu'il y ait au moins les 3 volets, société civile, monde économique et politique. S'il manque un des 3, et en plus, bien sûr, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément d'aller chercher absolument un parti, c'est de trouver les bonnes personnes et les gens sensibilisés, quel que soit d'ailleurs le parti. On en trouve de partout et on l'a vu encore avec les élections fédérales côté suisse. C'est cette vague verte, mais maintenant on ne peut plus faire l'impasse sur des mesures. Et c'est comment, au niveau aussi individuel, des acteurs qui partagent cet habitat du territoire et leur attachement à ce territoire, comment est-ce qu'ils vont s'impliquer, mais en les forçant à prendre des mesures concrètes. Donc cette véhémence-là, elle se fait aussi autour de conventions, autour de projets, comment vous les soutenez, et autour d'un engagement. Donc là où je suis complètement d'accord aussi avec toi, c'est que ça mobilise le côté de la psychologie sociale, psychologie engageante, sociologie politique, je ne connais pas forcément, mais du coup, ça permet effectivement de trouver après ce niveau méso, qui permet de faire du top-down et de trouver, en accord avec toutes les parties prenantes, plutôt que des acteurs, ce sera les théories des parties prenantes aussi, des mesures top-down qui feront une vraie régulation, mais elle sera acceptée. Et c'est toute la différence entre le fait, comment on manie la carotte et le bâton, comment on descend dans les rues, mais en même temps en s'appuyant, bien sûr, c'est grave de parler de fake news et de fake science, c'est quand même très grave. Donc que les scientifiques viennent au relais de ce qui se fait, mais en gardant, je dirais, la partie neutralité-observation pour laisser faire les acteurs sans leur dire comment faire, mais en apportant le soutien et faire en sorte qu'il puisse ensuite y avoir au niveau top-down des politiques dignes de ce nom, qui ne soient pas juste des lois de révision CO2, mais qui proposent vraiment un soutien de résilience et de territoire prêt à s'adapter. Très bien, Christian, je crois que tu vas juste quelques mots. 2 choses. D'une part, moi-même, je vais assez souvent dans la région que tu as traversée, on en a parlé tout à l'heure, notamment le Nouveau-Mexique. Et j'ai un ami là-bas qui nous a dit cet été, en fait, c'est pour dire que, évidemment, essayer de convaincre le régime, le gouvernement Trump, c'est juste impossible. Il faut attendre malheureusement qu'il soit plus au pouvoir. Parce que ce que fait la classe politique
des États-Unis aujourd'hui et son entourage d'industriels corrompus, c'est, disait-il, cet ami, c'est la même chose que fait le drogué au stade terminal avant de hit rock bottom, comme on dit. Hein. C'est-à-dire, il pille simplement tout ce qu'il peut autour de lui. Il va dans le sac de sa grand-mère pour piquer l'argent de la retraite qu'elle vient d'aller chercher à la banque, enfin, etc., etc. Il n'y a plus rien qui l'arrête. Il y a une sorte de panique de fin d'époque où on se jette sur les ressources qui restent. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose qui n'a rien à voir, mais qui est quand même super importante, je trouve, puisqu'on parle justement d'images, de parcours de témoignages, etc., je pense que l'esthétique environnementale et l'art environnemental, c'est pas très joli comme expression, hein, ça fait un peu... bon. Mais des films comme, je sais pas si tu connais, bien sûr, tu connais sûrement Chasing Ice, hein, ce film documentaire sur une équipe de glaciologues et de cinéastes qui placent des caméras sur des glaciers au péril de leur vie et qui vont chaque année relever les images qui sont prises une fois par minute ou quelque chose comme ça et qui mettent tout ça ensemble. Et je ne sais pas si vous avez vu le résultat final, c'est-à-dire ce sont des accélérés de glaciers littéralement en train de s'effondrer, de fondre en quelques secondes ou minutes devant nos yeux, en accélérant. On peut faire la même chose avec des forêts. Je pense qu'il faudrait littéralement, ça fait un peu peut-être régime économie planifiée, je ne veux pas aller jusque-là, mais il faudrait une sorte de programme Chasing Ice du genre Chasing the Cosmos, c'est-à-dire avec les forêts, tous les biotopes qui sont affectés par le changement climatique, plaçons des caméras du même type que Chasing Ice et faisons des films qui témoignent sur quelques années de la dégradation. Toi, tu l'as vu, tu la vois en fait, hein, en y allant, mais si on y retourne pendant des années et qu'on met ça en forme, ça a un effet absolument frappant. Il paraît qu'à Chasing Ice, les gens... Alors moi, j'ai juste vu le documentaire sur, hein, mais le film qui était montré, les gens sortaient en pleurant. Ils disaient, mais c'est pas possible, j'étais absolument pas au courant que c'était à ce point-là. Alors bon, ça touche que le public qui est prêt à aller voir le film, bien sûr, mais que ce soit montré dans les écoles, etc., et que les parents qui trouvent que c'est l'endoctrinement, il faut leur dire, vos enfants, ils sont endoctrinés de tas d'autres manières aussi, hein, donc c'est peut-être pas la bonne solution que de dénoncer ce genre de choses, mais qu'il y ait des manières de communiquer par le visuel et par l'artistique, ça je pense que c'est peut-être un des canaux les plus puissants si c'est fait de manière engageante. Oui, alors avant de passer la parole au public, j'ai une question à te poser, Florian. Alors, attention, il y a, il me semble, dans ton récit ainsi que ce que tu as posté sur ton blog, un parti pris qui s'explique et se comprend parfaitement. Ce parti pris, c'est de montrer que les collectivités humaines, les personnes avec qui tu as pu t'entretenir ont suffisamment de ressources et d'ingénuité, en quelque sorte, pour s'adapter au changement climatique. Ça se comprend parce que, au fond, c'est un message aussi d'optimisme, source, bien évidemment, d'action et de volonté politique que tu veux véhiculer. Le message, c'est « Yes, we can », en gros. Mais est-ce que tu as aussi rencontré des acteurs qui ont été tragiquement affectés par les changements climatiques, qui n'ont pas pu forcément s'en sortir? Et cas échéant, pourquoi est-ce que, en tout cas dans tes blogs, tu n'as pas voulu aussi leur donner la parole? Ouais, c'est une très bonne question. Et j'ai pas eu une réponse très clairement oui ou non. Peut-être c'est plutôt non. J'ai pas rencontré de ce type de personnes parce que alors il y avait tout un processus de planification, puis c'est beaucoup plus facile de trouver des personnages qui sont, disons, des scientifiques ou bien des leaders d'une communauté que
juste une personne qui vit quelque part et puis qui a perdu toutes ses terres, parce que comment, moi, avec mon réseau, comment je pourrais trouver une telle personne. Ceci dit, j'ai parlé de Gouchov avant, puis une chose que j'ai pas dit, donc la personne indigène, une chose que j'ai pas dit avant, c'est que eux, comme communauté, ils sont fortement impactés par le manque de poissons dans la mer. Et puis ça, c'est lié au changement de courant, mais aussi la surpêche, évidemment. Ils sont aussi fortement impactés par la mort de certaines plantes. Et puis ça, il a beaucoup insisté là-dessus. Ça paraît comme un détail, mais donc il y a une plante là-bas qui s'appelle le salal. Et c'est une plante importante pour la communauté. Ça fait partie de leur nourriture pour, je sais pas, des confitures, des trucs comme ça. Mais ils aiment beaucoup ce fruit. Et c'est même chose pour les animaux qui peuvent. C'est un des seuls fruits qui est aussi là en hiver. Donc c'est une source de nourriture pour les animaux aussi en hiver. Et il a dit depuis 3 ans, tout d'un coup, toutes ces plantes meurent. Et puis il dit que, alors que c'est une des plantes les plus résilientes qu'on connaît depuis des générations. Donc c'est pas la fin de leur vie, c'est pas la fin de leur manière de vivre, mais ça a encore un impact concret. Et puis souvent, ça se passe peut-être comme ça, c'est plus subtil, pas d'un coup comme une grande tempête, ça il y a aussi. Donc si j'aurais allé ailleurs, au Haïti ou bien je sais pas où, il y a plein d'endroits où il y a toutes les tempêtes, j'aurais pu rencontrer beaucoup plus de personnes comme ça. Tout à fait. Bon, maintenant, place au public. Oui, monsieur, est-ce qu'il faut vous passer la parole alors, monsieur et monsieur. Le micro. Bonjour. Alors en fait, on a parlé donc de psychologie sociale à un moment, et je pense que c'est une des questions les plus importantes peut-être que notre génération a affrontées, parce que pour les problèmes qu'on va avoir à affronter, donc les problèmes qu'ils soient tant de le changement climatique, les risques qu'on va avoir avec le développement des biotechnologies, et le problème de notre système économique qui est pas tenable au long terme, ce qui nous manque en fait, c'est une histoire collective. Yuval Noah Harari a écrit dans son dernier livre, en fait, il a expliqué très très bien que l'être humain fonctionne avec des récits collectifs et avec des identités. Et le problème, c'est que maintenant, les seules personnes qui ont un petit peu la main mise sur la problématique qui est le changement climatique, c'est les collapsologues. Et les collapsologues, en fait, mettent la main, enfin, le doigt sur le vrai problème, et on est à peu près tous d'accord avec. Par contre, le grand problème, c'est que ça ne propose pas un projet porteur d'espoir. Et actuellement, il y a des raisons d'avoir de l'espoir. Par exemple, Bill Gates, je ne sais pas, enfin, en évoquant son nom, on ne va pas imaginer au premier abord que c'est quelqu'un qui va apporter beaucoup. Et pourtant, il a créé TerraPower, qui est un nouveau système en fait, de centrales nucléaires propres, qui en fait fonctionnerait avec des déchets nucléaires, et rien que les stocks qu'ils ont par exemple au Texas suffiraient à fournir de l'électricité propre, non carbonée, pendant 120 ans. Et ça, personnellement, j'ai découvert ça il y a à peu près 3 semaines, j'en ai entendu parler nulle part, et il y a énormément de choses qui sont possibles, qui nous donneraient espoir. Mais le problème, c'est qu'on n'a plus de récit collectif. On a eu donc le fascisme, le communisme et le libéralisme. Le libéralisme a gagné, mais actuellement, le libéralisme est moribond. Et les gens s'accordent pour manifester, pour sauver le climat, etc., mais n'ont pas ce lien
ce liant social qu'est un récit porteur d'espoir. Oui, alors simplement, à la fois c'est vrai et c'est plus tout à fait vrai. Ce que je veux dire, c'est que si vous regardez la littérature récente, il y a quelque chose qui est en train de prendre forme. Alors je vous accorde que c'est pas un récit qui a encore la consistance du libéralisme classique, par exemple. Hein. Mais je ne sais pas si vous connaissez Kate Raworth. Hein, une économiste britannique qui a eu le coup de génie de créer ce qu'elle appelle la théorie du donut, hein, où elle a tout simplement repris certaines des données les plus actuelles, d'une part concernant les limites planétaires, donc les géosciences globales, et l'idée que, alors avec toutes les incertitudes scientifiques qui restent, mais l'idée que nous sommes en train de dépasser vers le haut une série de seuils critiques d'habitabilité de la planète, et en même temps des données classiques sur la justice sociale et politique, et qui a mis ça ensemble sur un graphique. Et si vous lisez son livre, qui s'appelle en français, je crois, La théorie du donut, Donut Economics, si on le lit, et j'espère, et je sais qu'elle continue à travailler, et qu'une série d'entre nous sommes en train d'essayer de reprendre ça à notre propre compte pour créer une sorte de nouvelle théorie sociale, je vais l'appeler de la décroissance, mais en un sens très précis. Hein, c'est-à-dire du retour à l'intérieur des limites planétaires avec une justice sociale accrue. Donc c'est ni du libéralisme, c'est certainement pas du communisme, c'est une sorte de nouvelle tentative justement d'un récit. Je pense qu'avec les éléments que Raworth avance, qu'elle propose, il y a moyen vraiment de penser une sorte de renouveau culturel et philosophique qui est, dans l'état actuel, assez peu dogmatique, si ce n'est qu'il table clairement sur le fait que nous devons retourner et rester pour l'entièreté de l'histoire, du reste de l'histoire de l'humanité, à l'intérieur des limites planétaires qui, on sait, sont elles-mêmes peut-être fluctuantes, etc. Et bon, il y a des tas de données à intégrer. Mais c'est cette orientation-là qui remplacerait à la fois l'idée de collectivisation du communisme, l'idée de liberté maximale de l'individu dans le libéralisme, etc. C'est un changement de paradigme, mais il y a un récit qui commence à se former autour de ça. Et je pense que de ce côté-là, il y a un certain espoir. Mais ça ne veut pas dire... Alors, elle ne préjuge pas du tout de savoir par quels moyens nous allons rentrer dans ce donut, donc cette zone à la fois juste et sûre. Hein. Ça peut être par des nouvelles technologies ou des nouvelles sources d'énergie. Ça peut et doit être aussi par des changements de modèle économique, comme Sophie l'a dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses à mettre encore dans ce récit qui ne sont pas encore très claires et qui doivent d'ailleurs probablement rester plurielles. Mais je pense qu'il y a le début d'un nouveau paradigme, donc ça va plutôt qui n'est pas collapsologique. Merci Christian, monsieur. Et ensuite madame, derrière vous. Alors bonjour à tous, je m'appelle Mathurin. Du coup, vous me coupez un petit peu l'herbe sous le pied, parce que ma question, c'était, moi, un des grands freins que je vois effectivement à tout ça, c'est quand même le capitalisme. Et du coup, ma question, c'était un petit peu, comment on fait cette transition vers un nouveau système qui est aujourd'hui, enfin, c'est avéré que c'est nécessaire. Maintenant, est-ce qu'on va le faire par petits morceaux? Est-ce qu'on attend qu'il y ait une rupture pour que ça change? Est-ce qu'on lance des initiatives, des pilotes qui sont locales? Comment on fait ça? Et on a déjà une piste, effectivement, parce que j'aime bien cette histoire de dynamique collective positive, parce que ça, c'est quelque chose qui va motiver les gens. Voilà. Du coup, ma question, c'est quelles sont vos pistes, en fait, aujourd'hui, sur comment ça va s'introduire voilà. Comment on va se libérer du libéralisme? Florian? Je vais essayer, et puis je vais essayer d'être court aussi. Mais il n'y a pas de réponse courte à ce type de question.
et qui est une très bonne question d'ailleurs, une question très très importante. Alors, au niveau politique, si on peut-être regarde par niveau, des mesures comme ce qu'a fait le gouvernement norvégien qui va dire qu'à partir de 2025, on ne va plus vendre des voitures à moteur combustible, ça donne du temps à l'économie pour s'adapter et puis pour créer quelque chose de nouveau, qui est toujours du capitalisme, mais qui est genre du capitalisme vert peut-être, non? Mais ça vient, il y a genre, au début, il y a un framework politique, genre, et puis qui est clair, mais qui laisse du temps à l'innovation. Après, moi je suis complètement d'accord qu'une chose qu'on a fait sur les 30-40 ans passés, c'est qu'on a créé une masse de gens frustrés. Donc, ce qui est vraiment difficile maintenant, c'est qu'on doit faire cette transition dans une situation politique extrêmement difficile. Et on ne va pas réussir si l'économie verte ne sera pas une économie juste, socialement juste. Si on regarde les différents niveaux du défi, je crois que on pourra apprendre beaucoup des 40 dernières années. Après, bon, on peut dire on aime, on va dans certaines écoles ou pas. À mon avis, comme il y a une zone grise et c'est pas forcément, ça aide pas forcément si on dit ce système-là ou bien ce système-là et puis il n'y a rien entre deux. Et puis déjà, on a plein de différents systèmes capitalisme dans le monde. Ils sont pas tous, ils se ressemblent, mais ils se ressemblent pas tous autant. Et donc, moi, peut-être je reste là-dessus, qu'il y a un rôle pour la politique, il y a un espace pour l'économie qui est vraiment important, mais il y a surtout aussi un rôle pour les communautés, en-delà de l'individu. Là, moi, je pense que ça, c'est peut-être un des aspects les plus importants à réformer de manière psychologique, que nous, on est conditionné que la liberté individuelle, c'est l'absolu. On ne pense pas forcément à la communauté dans le présent, ou bien communauté aussi dans le futur. Merci Florian. Avant que vous interveniez, madame, je crois que Sophie voudrait encore dire un mot. Alors, un mot. Coopérativisme, troisième voie. C'est-à-dire que souvent, entre tout État et tout marché, on oublie que historiquement, il y a aussi dans tout un mouvement de filiation et tout ce renouveau d'un modèle coopératif issu d'une émergence d'un nouveau modèle économique, on n'y pense pas souvent, et pourtant il a une histoire, une tradition. C'est pas pour rien que Greenpeace a ses propres aussi coopératives de transition d'énergie citoyenne notamment. Donc on a des initiatives concrètes. Tu parlais de communauté. Je crois que c'est aussi à ce niveau-là qu'on peut aussi agir. Donc il n'est pas question de reparler d'une économie planifiée. De toute façon, ça passe pas du tout dans les discours, et puis c'est pas ce qui est souhaitable. Il s'agit peut-être pas d'attaquer de front, quoique, mais vous avez employé un terme intéressant qui est expérimentation, en défendant, en tout cas, moi c'est comme ça que j'essaie d'avancer sur les recherches-actions, c'est en bon français, la proof of concept, de montrer que ça fonctionne. Donc de ne pas être une menace en arrivant avec des théories très top-down et en essayant de changer avec un modèle de l'homme ou de la femme nouvelle, on sait comment ça se termine, c'est pas génial non plus, mais peut-être en partant justement de tout ce qu'on a vu là, des territoires, des acteurs, des scientifiques engagés, etc., en montrant qu'avec des expérimentations de ce que pourrait être un nouveau modèle économique qui crée de la richesse, mais pas simplement en mesure de PIB, en mesure de richesse sociale, en investissant dans les hommes, dans le capital humain, encore un terme qui... Voilà. Mais que la principale richesse des territoires, c'est aussi les innovations sociétales. Et ça, on l'oublie. Donc, OK pour la technologie, mais ça ne suffira pas non plus. Donc, comment est-ce que la résilience, elle se fait en réfléchissant sur les indicateurs de richesse, sur les monnaies, sur c'est quoi un impact, et en montrant, en expérimentant, en mettant en œuvre, en mettant des recherches-actions, en faisant partir des thèses, en faisant partir des recherches, on arrive à démontrer cette preuve par l'exemple, et peut-être en trouvant des indicateurs qui font qu'on aura justement d'autres récits, d'autres imaginaires, d'autres films aussi, c'est important, qui ne soient pas que sur les effondrements, mais qui soient aussi sur des films sur ces initiatives, et qui peuvent aussi expliquer le succès des films comme Demain et d'autres, qui montrent aussi un aspect positif et qui existe, quoi. Si Sophie, il y a encore une question, et dans le public, nous avons encore 10 minutes de débat, donc manifestez-vous pour le micro. Bonjour, votre intervention fait parfaitement le lien avec ma question.
J'ai beaucoup aimé que vous ayez parlé de l'importance en fait du lien entre les acteurs et les impactés du changement climatique. C'est vrai que je pense que c'est un des moteurs principaux qui va faire peut-être bouger les choses. Et c'est vrai que vous avez parlé aussi de l'invisibilité du changement climatique. Et je pense que un des problèmes du changement climatique est son extrême complexité et qu'aucun être humain au monde peut, qui peut savoir toute la complexité et puis gérer toute la complexité du problème. Et du coup, faire le lien entre les différentes connaissances du monde scientifique, entre les différents acteurs et les gens qui habitent le territoire est vraiment très important. Maintenant, si on en revient un peu en Suisse, le pays où on habite, est-ce que vous avez des idées ou des exemples concrets de ces mises en commun et de ces choses qui peuvent être faites tous ensemble? Je propose que nous prenions 3 questions. Il y a 3 personnes. Il y a monsieur et monsieur. Prenons-les. Okay. Donc, quoi qu'il arrive, on va devoir assurer au niveau local la production primaire. Et une solution qui semble marcher, que vous mentionnez, cet agriculteur nommé Vernon fait en fait du carbone farming, c'est-à-dire il incorpore du carbone dans ses sols. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus? Comment est-ce qu'il fonctionne? Comment est-ce qu'il fait ça? Alors, ça passe sur la biodiversité dans la Terre. Beaucoup de nos terres ont perdu de la biodiversité, bien la biomasse, pardon, pas la biodiversité, la biomasse. Et parce qu'on utilise trop de matières chimiques pour la production et tout ça. Donc ça détruit la diversité dans la terre. Donc en rajoutant des... Bon, après, je ne suis pas le biologue, mais c'est des solutions qui fonctionnent avec des champignons et d'autres extraits dont je ne me souviens pas, mais après ça recrée de la vie. C'est ça recrée de la vie dans la terre. Et comme ça, la terre a la capacité pour garder le charbon dans la terre. Et en fait, c'est si simple que ça. Et on imite ce que la nature fait naturellement. Très bien, encore une question et on répondra à celle de Madame également. Donc bonsoir. Déjà, merci à votre présentation. Et donc moi, je voulais intervenir en tant que scientifique, justement. Donc moi, je viens de commencer mon doctorat donc, juste à côté, à l'Institut de la dynamique de la surface terrestre. Et justement, j'ai cette vision que nous, on appelle les services écosystémiques. Je ne sais pas si ça parle à tous ici. Cette vision, donc, c'est le bien-être qu'apporte la nature à l'homme. Ça peut être un bien-être apporté juste de façon avec une valeur esthétique, c'est ce qu'on va appeler service écosystémique culturel. Ça peut être un bien-être de support ou matériel, donc justement avec la production de nourriture, de bois, eau, etc. Et donc justement, ça répond aussi en partie à la question et à l'interrogation que vous avez mis par rapport aux travaux qui se faisaient en Suisse ou dans les Alpes. Il y a énormément de travaux qui sont justement pour une mise en relation entre ce que l'on a et ce que l'on voit dans notre système alpin, par exemple, et justement ce que l'on peut transmettre aux politiciens et aussi aux acteurs locaux. Donc il y a vraiment beaucoup de travaux qui s'effectuent à ce niveau-là, mais le problème qu'on a actuellement, c'est justement cette communication. Moi, du coup, ma question et mon intervention est plus sur des travaux, il y en a, que ce soit pour l'actuel ou le futur, c'est en cours. Mais par contre, qui doit les communiquer? Parce que nous, en tant que scientifiques, on peut fournir l'élément de réponse, ou du moins la suggestion, mais par contre, nous n'avons pas la capacité, la capacité, on va dire, de montrer l'impact que peut avoir cette action. Et donc là, la question, c'est qui doit prendre ça en main et qui doit le mettre en avant et le porter pour que des publics comme vous, qui êtes justement des publics avertis normalement pour ce genre de décision et d'avenir, puissent être au courant de ce qui se passe. Juste à exemple, au niveau de l'échelle des Alpes, nous avons le programme Alparc,
qui donc, traite avec l'ensemble des pays de l'arc alpin et qui a donc pour but à la fois une protection donc, des espèces, mais également un développement politique et culturel commun sur l'ensemble des territoires alpins. Donc voilà, il existe des choses, il y a des solutions. Après, il suffit d'en faire publicité. Très bien, je vous remercie, monsieur. Je crois pouvoir répondre ou tenter de répondre à votre question, si vous le permettez. Parmi les différents acteurs de la politique environnementale, qu'elle soit nationale ou internationale, vous avez bien évidemment les acteurs politiques, et parmi les acteurs politiques, les acteurs gouvernementaux et les législateurs. Vous avez les acteurs économiques et vous avez les acteurs de ce qu'on appelle la société civile, qui est un terme très large et qui regroupe tout à la fois les ONG environnementales, les mouvements associatifs, mais également, bien sûr, les médias. Donc, je pense qu'en règle générale, si on fait la généalogie de toute forme de régulation environnementale, une fois encore qu'elle soit nationale ou internationale, vous avez d'abord les acteurs scientifiques, dont vous faites partie, qui objectivent un problème environnemental, mais dans leur langue à eux, dans leur jargon à eux. Et il revient en définitive aux autres acteurs de la société civile, c'est-à-dire les ONG, les mouvements associatifs, y compris bien évidemment les médias, de vulgariser cette information et de la porter éventuellement sur l'agenda politique. Voilà. Et après, il faut répondre à la question de madame. Hein, sur les... Non, ça c'est Sophie qui va s'en occuper, on a déjà décidé. Non, parce qu'elle s'y connaît mieux. Mais juste en complément à ce que vous disiez, je crois que... Alors je vais être un peu... peut-être un peu grandiloquent, mais je pense qu'on a eu dans l'après-guerre plusieurs grands programmes. Il y a eu le plan Marshall, il y a eu puis les 30 Glorieuses avec la construction des États-providence. Il y a eu notamment l'exaltation des programmes spatiaux à partir des années 60, etc. Moi, je pense qu'on doit d'urgence créer un enthousiasme, ou en tout cas une sorte d'engagement similaire pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, donc ça c'est le côté grandiloquent, sur une sorte de programme d'autolimitation intelligente, où tous les savoirs que vous mentionnez, que ce soit sur les services écosystémiques, sur les flux de matière, sur la comptabilité écologique, mais vraiment nitty-gritty, comme on dit, hein, mais vraiment avec des connaissances hyper précises sur tous les impacts matériels de nos transactions, de nos actions, de nos choix, etc. Là, il y a un chantier absolument faramineux pour les scientifiques, pour les géoscientifiques et autres, hein, et qu'on arrive à, alors je vais schématiser, mais à quelque chose comme par exemple une carte de paiement en ressources. C'est juste pour illustrer, hein. Je ne sais pas si c'est la meilleure idée de toutes, mais où l'idée c'est que quand vous achetez quelque chose n'importe où, au moins le carbone, mais si possible toutes les autres ressources rares, limitées, etc., soient débitées d'un compte personnel que vous avez. Alors, vous voyez un peu l'ampleur du projet. Mais quelque chose comme ça, on l'a fait pour les échanges internationaux, hein. Monétaire. Je peux acheter n'importe où quelque chose, mon compte est débité dans les 5 secondes sur la terre entière quasiment en francs suisses. C'est un peu plus compliqué en ressources peut-être, mais on a les meilleurs ingénieurs du monde ici à quelques centaines de mètres, donc ça doit être faisable, quelque chose comme de ce genre-là, lentement, progressivement. Là, je pense qu'on a besoin Le seul problème, c'est que c'est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité un programme d'autolimitation. J'ai parlé de Raworth tout à l'heure, hein, du nouvel imaginaire, l'autolimitation, du retour à l'intérieur d'une zone de limite planétaire. Mais ça, comme programme, je dirais, de renouveau culturel et global, c'est aussi ambitieux que la globalisation. Sauf que ça va dans l'autre sens. Ça, je pense, là, il y a un chantier absolument faramineux qui s'ouvre à des dizaines de milliers de scientifiques comme vous. Voilà, maintenant la question de... Merci.
Donc, pour faire le lien, le grand écart entre les questions, mais pas tant que ça, parce qu'effectivement, il y a déjà une forme de réponse. Je pense aussi que les actrices, les acteurs font beaucoup plus que ce qu'on peut l'imaginer. Et là encore, la réflexivité, je dirais qu'on peut les aider à avoir sur leur pratique, peut être intéressante en appui côté scientifique. Pas simplement de dire, de parler en grands chiffres, bien sûr, c'est important en biodiv, en chiffres, etc., sur des rapports et en ppm et en plein de trucs auxquels personne ne comprend rien, à part une poignée d'experts. Donc l'importance de vulgariser, ça c'est fondamental. Et les médias, on a vu qu'il y a un revirement aussi, de plus en plus de médias qui se mettent à faire de la vulgarisation scientifique et qui prennent l'environnement voilà, en expliquant justement les mesures, les politiques, etc. Mais je crois que le deuxième volet aussi où on peut être utile en tant que scientifique, c'est pour donner la réflexivité, je disais, aux pratiques dont les acteurs et les actrices n'ont aucune conscience de ce qu'elles font et de l'ingéniosité, quelquefois, des innovations qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Et moi, c'est ce qui m'a énormément frappée, c'est de voir à quel point, vous me parlez de qu'est-ce qui se fait sur les communes, qu'est-ce qui se fait en Suisse. Alors, sur Lausanne, il y a plein de choses. J'étais cet après-midi avec Élise Magnona, la ferme de Roveria, avec Yvan Richardet, qui est un acteur très engagé d'Yverdon et qui met son engagement d'improvisation au service des comme ça. Je peux vous en citer plein. Il y avait Nicole Bardet, de la Banque Alternative Suisse, la semaine dernière. Vanessa Boncam, qui est enseignante au gymnase. Donc, des initiatives en agroécologie, en permaculture, en maraîchage, en semences, en paiement pour services écosystémiques, d'évaluer un couple de G, ce qu'il pourrait apporter par rapport en plantant ses glands, en repartant. Donc voilà, des services dans l'art, énormément, parce qu'on l'oublie, mais c'est fondamental effectivement pour ces nouveaux récits, de contes pour enfants, en mobilité, en coopérative d'énergie. Je crois qu'à peu près tous les domaines sont représentés et toutes les initiatives concrètement existent en ville de Lausanne, mais sur la commune de Nyon, à Mérin, canton de Genève, le supermarché paysan participatif, qui a tout misé sur des cycles courts, en revoyant aussi le slogan de la fourche à la fourchette, de limiter les intermédiaires, de réfléchir à la transformation aux produits, c'est quoi de faire l'élevage aujourd'hui. Donc en fait aujourd'hui, je pourrais vous citer plein d'exemples, ce que je fais partiellement, qui existe. Par contre, ce qui manque justement, alors personnellement, on essaie d'y travailler, enfin en tout cas dans le petit groupe de recherche et dans les choses, dans la mise en réseau, c'est de valoriser ce qui se fait en réfléchissant, en leur demandant, mais ils n'ont pas le temps, ils ont la tête dans le guidon aussi, les acteurs. Il faut avoir un modèle économique. Je veux dire, c'est bien beau de dire machin, mais il faut en vivre. Il faut aussi développer des conditions sans employabilité. Et donc, ils ont besoin qu'on les aide aussi sur leurs mesures d'impact, sur qu'est-ce que ça concerne. Et ça parle aux politiques, en termes d'emploi. Combien vous créez d'emplois? Qu'est-ce qu'on permet d'éviter en modèle permacirculaire, en économie? On ne produit pas plus qu'une planète. Qu'est-ce qu'on fait en externalité positive? Ça coûte moins cher de soutenir l'emploi et une formation qui va vous permettre d'avoir un emploi rémunéré que de payer ensuite des gens à l'AI ou dans l'insertion. Donc, qu'est-ce que vous créez en lien social? C'est-à-dire, Roverea, par exemple, combien? C'est 1800 enfants qui viennent par an. Enfin, c'est énorme. Donc, de trouver aussi des mesures d'impact pour que ça parle aux politiques en termes de coûts moindres, en termes de politique mise en œuvre. Et c'est ça qui leur manque aujourd'hui. Donc, je dirais qu'on ne manque pas d'initiatives. Elles sont multiples, elles foisonnent. Ce dont on manque, c'est de mise en réseau, de valorisation de ces initiatives, sous une forme d'impact qu'on pourrait les aider à évaluer, qui pourrait faire partir des nouvelles recherches, et de mise en réseau des initiatives, de mise en réseau entre elles, et ensuite au niveau des différents territoires, pour montrer que ça fonctionne. Donc voilà. Merci Sophie. Il y a encore une question là d'abord. Je ne vois pas où se trouve le micro. Ah voilà, merci. Bonsoir. Je me demandais, en vue des élections et de la percée des Verts et des Verts libéraux, comment est-ce que vous voyez l'avenir de la politique climatique suisse, si on peut en parler comme ça, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste sur la question? C'est pour Florian. Non, moi c'est les relations internationales, hein, c'est pas la politique suisse. Bon, il y a toujours... si tu es seulement pessimiste, moi je me dis toujours, mais quel est le sens alors? Quel est le sens d'être pessimiste? Donc, pour moi, d'être pessimiste, ouais. Donc, je veux dire, il faut avoir une partie de réaliste. Puis si on voit ce qui se passe dans le monde, on n'est pas dans un bon état.
Mais il y a juste, en tant que personnalité, il me semble que être optimiste, ça aide beaucoup dans l'approche de pas mal de choses. Donc, il faut voir les deux faces de la même médaille, certainement. Au niveau de la politique suisse, maintenant, bon, il y a plein d'institutions en Suisse qui font en sorte que même un bouleversement comme ça, c'est pas aussi radical que dans d'autres pays. Mais quand même, on va avoir un dialogue différent maintenant sur des questions liées à la politique climatique. En Suisse, il y a surtout le trafic, il y a les bâtiments, il y a après une question en fait qu'on oublie souvent et puis qui va avoir de la peine à être présent sur l'agenda politique, c'est le rôle du secteur financier qui, si on regarde toute la chaîne de valeur, tout l'impact de la Suisse, c'est vraiment là où notre pays a énormément d'impact négatif, mais potentiellement aussi positif. Donc là, il y a déjà un processus qui a été lancé par le gouverneur de la Bank of England, qui s'applique à toutes les banques de manière volontaire pour le moment. Alors là, la question clé sera quand est-ce que ce type de disclosure pour les risques climatiques que les banques s'affrontent, quand est-ce que ça sera traduit dans la régulation dure? Et puis ça sera, je pense, un test très difficile pour la Suisse parce que la place financière elle est tellement importante pour l'économie. Mais en même temps, si je veux être optimiste, c'est genre une opportunité pour démontrer du leadership international, quelque chose que la Suisse a fait très peu dans le passé dans ce domaine. Et peut-être là, vu comment on peut bâtir un nouveau dialogue politique en Suisse avec tout qui a commencé il y a une année, je pense vraiment que c'est un début parce que le sujet, c'est pas un sujet conjoncturel comme d'autres, il va rester là. Donc c'est un mouvement qui a commencé. Puis là, je pense qu'il y a une opportunité qui s'ouvre vraiment pour la Suisse pour aller au-delà des politiques dites conventionnelles, peut-être. Et juste pour ajouter, je pense qu'un des enjeux majeurs pour la Suisse, alors il y a l'aspect du secteur financier. Je crains qu'il y ait aussi l'aspect peut-être encore plus énorme des émissions indirectes. Parce que c'est une chose de compter effectivement les émissions de CO2 du trafic routier à l'intérieur des frontières suisses. C'est une toute autre chose de compter alors, je ne veux pas m'avancer parce que je sais qu'à l'OFEV et ailleurs, il y a évidemment des gens qui sont au courant de ça et qui souhaiteraient en tenir compte. Ce n'est pas toujours facile, d'après ce que j'ai entendu politiquement, parce que le politique sent bien que si on met le doigt là-dedans, ça va être très problématique pour le message qu'on a envoyé à la population suisse. N'oublions pas qu'en 2016, le peuple suisse a voté contre l'initiative économie verte, économie durable, une planète, etc. Malgré le fait qu'on disait que l'empreinte carbone et l'empreinte écologique de la Suisse devaient diminuer constitutionnellement sur 30 ou 50 ans, même ça a été considéré par Économie Suisse et Avenir Suisse comme une violation des droits humains de la population suisse. On peut comprendre ça dans l'histoire du pays, donc je sais pas, c'est pas moralisateur, mais c'est un fait. Je pense que la Suisse a un problème d'image d'elle-même, comme des tas d'autres pays, mais peut-être encore plus parce que son enrichissement est historiquement très récent, qu'il y a l'idée que la Suisse fait très bien les choses, et elle le fait très bien dans tout ce qui est le diagnostic des émissions directes, qui sont en baisse, en tout cas en stagnation. Par contre, les émissions indirectes sont en explosion. Ça veut dire que le modèle de consommation, le modèle d'importation, les flux réels de matière et de consommation des citoyennes et des citoyens suisses sont, eux, en explosion libre. Et à les regarder ça, c'est un peu moins amusant, c'est un peu moins satisfaisant, c'est un peu dangereux politiquement. Donc là, il y a probablement encore du progrès à faire. Je pense qu'on y arrivera tôt ou tard, mais c'est toute cette idée de cette nouvelle frontière de civilisation. Je suis encore une fois grandiloquent, je m'excuse.
même au-delà de la Suisse en général, hein, mais notre pays ici en est un exemple très patent, hein, que de créer une nouvelle frontière de civilisation où c'est l'autolimitation intelligente et si possible joyeuse, hein, vous l'avez dit tous les deux, qui doit devenir le nouveau récit de civilisation. Et ça, bon, c'est vrai que c'est pas évident. Oui, encore une question. Alors, ma question porte sur la politique environnementale internationale. D'accord. Et l'utilisation des concepts de vulnérabilité, d'adaptation, de résilience, en particulier sur le dernier, de la résilience, sachant que c'est un concept qui est issu de l'écologie, de la science de l'écologie. Et je me demande, en fait, dans quelle mesure parler de résilience pour des populations peut mener à une forme d'essentialisation, de naturalisation même de ces populations, en leur demandant de subir les crises en attendant que ça passe et que ça aille mieux éventuellement, sachant même que ces crises, enfin, le problème environnemental n'est pas une crise, mais un changement fondamental de notre genre de vie. Et sachant également que c'est justement par l'adaptation et la modification qu'on arrive à... que les sociétés ont évolué et pas en cherchant à redevenir ce qu'elles étaient antérieurement. Est-ce que vous êtes sûr que votre question s'adresse à la politique environnementale internationale et non pas à la philosophie ou à l'économie? Alors, moi, je peux répondre à partir de ma spécialisation. C'est-à-dire, à partir de quand est-ce que, au fond, en politique environnementale internationale, on s'est intéressé à l'adaptation et à la résilience aussi des collectivités par rapport à ce qui était central au début de la politique climatique mondiale, à savoir les politiques d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre des pays industrialisés. Eh bien, la réponse est relativement simple. Au départ, les pays du Sud eux-mêmes, y compris ceux qui allaient être affectés par les changements climatiques, ne voulaient pas entendre parler ni de résilience ni d'adaptation. Et ceci au motif qu'ils estimaient que les principaux responsables, les pays d'amont, les pays industrialisés, devaient d'abord faire des efforts de réduction avant, au fond, de s'intéresser à la problématique de l'adaptation. Les choses, toutefois, ont changé avec Copenhague et puis, bien sûr, avec l'accord de Paris, au motif qu'on voulait absolument un accord, cette fois-ci global, où les pays en développement eux-mêmes, à commencer bien évidemment par les émergents, feraient des efforts soit de stabilisation, soit de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Et pour leur vendre cela, il leur a été proposé en contrepartie d'alimenter un fonds à hauteur de 100 milliards de dollars, c'est le fameux fonds vert, qui devait s'occuper de rendre plus résilientes les populations qui allaient être affectées par les changements climatiques. Voilà pourquoi, alors uniquement en termes, monsieur, de politique environnementale internationale, à un moment donné, ça a basculé, et quelque chose qui était refusé, rejeté par les pays du Sud, a finalement été accepté. Ah, juste pour ajouter, alors pas en termes de politique environnementale internationale, mais plus généralement, je pense que l'attitude, enfin personnellement, l'attitude par rapport à la problématique de l'adaptation, il me semble qu'elle doit être analogue à l'attitude vis-à-vis du capitalisme vert. Tu en as parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut parler de capitalisme vert ou d'adaptation. Alors les deux ne sont pas synonymes, mais c'est deux cas d'un même raisonnement. Que si ce qui prime absolument, c'est la mitigation et la réduction. C'est-à-dire, parfaitement, je veux dire, le capitalisme vert est sans aucun doute, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, une des voies d'adaptation momentanée maintenant parce qu'on est dans une culture et une économie capitaliste et qu'on ne va pas comme ça d'un coup faire tout disparaître. En revanche, le danger, c'est que si on en fait tout à coup, et je pense que c'était le sens de ta question, si on en fait tout à coup une sorte de naturalité, c'est-à-dire on dit au fond la nature de l'humain,
c'est d'être capitaliste, donc capitalisme vert. Où la nature de l'humain, ça a toujours été de s'adapter, donc adaptation et non pas mitigation. À ce moment-là, on casse, je pense, le raisonnement. C'est-à-dire, l'adaptation n'a de sens que le long d'une trajectoire de mitigation, de réduction. En d'autres termes, ce qui doit primer, c'est le retour aussi rapide que possible et définitif à une empreinte carbone ou une empreinte écologique, enfin, on peut discuter sur d'une planète. Et dans ce cadre-là, bien sûr, le temps qu'on y aille, il va falloir s'adapter à ce qui est déjà dans l'atmosphère, à ce qui a déjà été cassé, ce qui est déjà en dysfonctionnement, etc. Mais ne laissons pas tomber le télos, l'objectif ultime qui n'est pas de continuellement s'adapter à un environnement qui se dégrade de plus en plus. Je pense que, voilà, c'est une réponse peut-être un peu philosophique, mais je pense qu'il cadre aussi politiquement très fortement les choses. Est-ce qu'on peut prendre encore une question ou c'est terminé à ton avis? Non, écoute, on a dépassé le temps, donc je pense que les questions, on peut les prendre à côté, donc on vous invite à passer à côté. Alors, donc je te laisse le mot de la fin, puisque c'est toi qui as organisé ce débat. Non, alors je voulais déjà juste vous remercier parce que je pense que les échanges ont été très riches, très instructifs. Ça fait plaisir d'avoir des discours neufs, novateurs, loin des discours normés qu'on peut entendre habituellement. C'était intéressant aussi de voir un peu cette interdisciplinarité. Donc merci pour vos éclairages et puis merci beaucoup Flo pour ce partage, pour cette présentation. Et je pense qu'à titre personnel, mais je pense partager la vie, on te souhaite plein de belles choses pour la suite de tes projets. Et je pense qu'on peut toutes et tous les applaudir.